Ça va un peu mieux aujourd'hui, un vendredi, avec ce rebond sur les marchés actions, mais on a comme une correction très spectaculaire qui a repris en début de semaine. Comment réagir? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On en parle avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Fondateur du site N3D. On en a beaucoup parlé cette semaine. Voilà, enfin, la volatilité, pardon. On est sur un cycle de volatilité depuis plusieurs semaines, depuis 2-3 mois quand même, depuis la rentrée. Donc, ce qu'il y a de violent, c'est que cette semaine, on a eu 3 séances dans le rouge, et celle d'hier était particulièrement violente. On était à moins 3,3 à Paris. En Allemagne, on devait être à moins 3,4 ou moins 3,50. Alors aujourd'hui, on va voir techniquement une séance de rebond. Ouais. Mais la question, c'est d'où ça vient? Et est-ce que ça va durer? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. On est sur de la volatilité. Vous parliez d'intraday. Le VIX commence à remonter très fortement. Et donc, la question, ça vient d'où? C'est quoi les facteurs explicatifs? On est sur combien sur le VIX? On est sur 25%? Oui, on est sur 25. Donc on a connu 60-70 dans les pires moments de crise. Mais finalement, avoir un VIX qui est autour de 20-25 sur les actions, pardon, est-ce que c'est vraiment choquant? Non, c'est pas choquant, c'est un précurseur, c'est un signal. C'est-à-dire qu'effectivement, on a connu pire. La question, c'est dans quelle direction ça va évoluer? Parce qu'on est dans un environnement où il y a plein de facteurs. D'abord, il y a des facteurs, il y a des risques, mais il y a toujours des risques. Et moi, je vois une croissance mondiale qui est entre 3,5 et 4%. Oui, et là, je me dis quand même, les profits sont au rendez-vous, oui. Et on s'excite, et les marchés s'excitent. Alors, il y a un peu le stress. Il y a un peu sur les marchés européens. C'était très calme hier sur les bourses américaines. Hein. Les bourses américaines ont dévissé. En fin de séance. Les bourses américaines ont dévissé avant-hier, mercredi. Ouais. Hier, elles ont rebond technique, elles respiraient. Il y a toujours ce décalage un peu entre les marchés européens et les marchés américains. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a des facteurs objectifs. Vous dites la croissance entre 3 et 4, oui, mais le FMI a rebaissé ses prévisions. Ouais, le FMI, des quenouilles et pouillèmes. Le FMI disait, ouais, on va plutôt au niveau mondial vers 4, et le FMI dit, on sera tout compte fait plutôt vers 3,5, voire moins. Donc, bien sûr, ce qui est important, c'est pas l'ampleur de la prévision, c'est la tendance. Et donc, c'est comme le VIX. Le VIX, il n'est pas encore très haut, mais il est sur une tendance. On a plein de facteurs qui sont convergents, comme ça. Il y a des... oui et non, il y a quand même des... Pardon, je veux pas... On va dire que je chausse les Allez-y, roses. donnez-moi des raisons d'espérer. Le pétrole qui redescend à $60, on était à 85, c'est du pouvoir d'achat en plus pour les pays consommateurs. Les taux d'intérêt de la Fed, on a compris qu'elle était quasiment en fin de haut de cycle. Les profits sont toujours là, même s'ils décélèrent un peu. Les marges sont au top aux États-Unis, des boîtes. Pardon, oui, mais on se demande si les marchés boursiers ne sont pas trop chers. On a eu des phénomènes... Ils le sont un peu moins aujourd'hui. Alors, ils le sont un peu moins. Alors, certains vont dire, justement, c'est bien, c'est des points d'entrée. Ils le sont un peu moins aujourd'hui. Est-ce que, c'est toute la question, est-ce qu'on va se stabiliser ou est-ce que ça ouvre la porte? Et puis, non, mais c'est cher ou c'est pas cher? Attendez, c'est cher. Le marché français, on est quoi en PER? On est à combien? On est entre 20 et 25 aux États-Unis. Ah oui, on est moins cher en Europe. Ça me paraît très cher dans les 25 aux États-Unis. On a des croissances de bénéfices moins importantes en Europe. Et puis, sur la zone européenne, sur ce périmètre, on a des facteurs, vous l'évoquiez tout à l'heure en ouverture, il y a toute la problématique des gilets jaunes qui, par contagion, rendent tous les opérateurs un petit peu nerveux. Et non seulement les opérateurs français, mais aussi nos voisins allemands. On ne voit rien sur la dette française, on ne voit rien sur l'euro-dollar. Écoutez, moi ce matin, je préparais ma chronique, je regardais la presse française. Ouais. Okay, je regardais s'il y avait un bon sujet éco ou boursier sur la presse française. On ne parlait que des gilets jaunes. Et sans doute à raison. Et sur la presse européenne, beaucoup de nos voisins européens regardent ça de très près parce qu'on craint des phénomènes de contagion hors des frontières françaises et nos voisins allemands en particulier. Quand vous regardez la presse américaine ou la presse asiatique, ils voient ça de très loin, c'est un épiphénomène et effectivement, ils ont une vision du monde économique et boursier plus positive qu'on ne l'a en France et de façon générale en Europe. Certes en général, mais moi on entend souvent beaucoup de gérants dire mais les marchés ont baissé, ils sont moins chers, ils sont mieux valorisés. On peut clore le débat ou pas en se disant qu'ils sont chers ces marchés? Le CAC 40 aujourd'hui, encore une fois, je n'ai pas le PR en tête, mais qu'on est quoi, à 13, 12, 13? Oui, on 14, est à 12, 13. 14? Ouais, on est à 12, 13. Mais alors, le gérant, il est structurellement acheteur. Oui. Le gérant, il est structurellement acheteur. Moi, je n'ai jamais vu de conférence de presse où un gérant vous dise c'est le moment de sortir de telle classe d'actifs. Les gérants vous invitent pour vous parler d'une classe d'actifs sur laquelle il faut entrer. Et quand vous leur dites mais si on rentre sur les actions européennes ou américaines, il faut sortir d'où? Souvent, le gérant est mal à l'aise pour annoncer quand il faut être acheteur. Donc, c'est pas très cher. Ça peut être des points d'entrée. La question, c'est pas est-ce que c'est cher ou pas. La question, c'est un peu quand même. Demain, il se passe quoi?
demain, il se passe quoi sur la hausse des bénéfices des entreprises? Est-ce que ça va être soutenu ou pas? Et on sait bien, sans être un fervent défenseur de la pensée de Piketty, mais on sait bien qu'on est sur la vieille Europe, un vieux continent, rentré dans un cycle long de croissance molle. Et que donc, vraisemblablement, les entreprises qui travaillent à l'international vont apporter du dividende parce qu'elles ont des opérations internationales, mais pour... C'est le cas des boîtes du CAC 40, notamment. Des boîtes du CAC 40, bien sûr. Mais il n'y a pas, sur la Bourse de Paris, il n'y a pas que des boîtes du CAC 40. Et donc, les opérateurs qui sont peu diversifiés hors d'Europe vont vraisemblablement, à terme, voir leurs bénéfices un peu sous pression parce que les perspectives de croissance ne sont pas florissantes. Voilà, vous qui n'êtes pas un perdreau de l'année, comme on dit, et qui avez du recul sur les marchés, vous attendez la chute là. Non, mais sur la question du bear market, on dit qu'un bear market, c'est quand les rebonds ne tiennent pas. On a le sentiment, je ne sais pas, mais peut-être que tous les rebonds jusqu'à présent qu'on a pu avoir n'ont pas tenu. On est entré ou pas? Est-ce qu'on peut trancher là-dessus ou est-ce qu'on ne sait pas encore? Je crois qu'on ne sait pas encore. Je crois qu'on ne sait pas si encore. On est en marché baissier. Ça fait des Après mois. 10 ans d'un cycle haussier. Mais c'est ça fait 10 mois ça fait des mois et des mois qu'on se dit, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un cycle haussier aussi long aux États-Unis. Et on voit bien que le marché européen, les marchés mondiaux de façon générale, évoluent dans le sillage de ce qui se passe à Wall Street. Et depuis maintenant plusieurs mois, on se dit, là, ça fait longtemps quand même qu'on n'avait pas eu un cycle aussi long. Et objectivement, de l'autre côté de l'Atlantique, la macroéconomie, elle est bonne. Elle est bonne. L'emploi est bien, il n'y a pas d'inflation. On va sans doute avoir des hausses de salaire. Ils sont en train de se dire on va réouvrir les frontières pour importer des travailleurs, etc. Mais on est sur une économie qui est structurellement résiliente. Et ce qui se passe aux États-Unis n'est pas nécessairement transposable au marché européen. Et donc, sur le bear market, après on passe aux solutions, concrètement, comment on réagit. On ne peut pas trancher sur le bear market, savoir si, encore une fois, ces rebonds vont tenir ou pas, c'est trop tôt? Ça me semble trop tôt. En tous les cas, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Ça m'intéresse autant que vous. Ouais. Mais il n'y a pas des signaux, encore une fois, précurseurs Non, il n'y a pas de signaux précurseurs. Moi, je vois des forces de rappel. Je vois quand même des forces de rappel. Après, il y a le fait que personne ne verra venir. Voilà, mais il y a le pétrole qui est bas, les taux d'intérêt qui vont plus beaucoup monter. Pour moi, ce sont encore une fois des forces de rappel qui sont assez fortes. Oui, et en même temps, on voit bien, il y a sans doute des forces de rappel, vous avez raison, mais en même temps, on voit bien que chaque nouvelle un peu négative fait surréagir le marché. L'arrestation au Canada de cette patronne du Huawei, le fabricant chinois, c'est un épiphénomène judiciaire. C'est, entre guillemets, assez accessoire. On voit bien comment les marchés ont réagi à quelque chose qui est accessoire. Donc aujourd'hui, sur la zone euro, on a plein de facteurs de risque, que ce soit en France, très clairement, mais sur d'autres pays, que ce soit le Royaume-Uni, que ce soit l'Italie. Sur le Royaume-Uni, la semaine prochaine, 11 décembre, il y aura un avant et un après. On y verra un petit peu plus clair. Avec le vote à la Chambre des communes, le Parlement. Je pense que on est sur des périodes, me semble-t-il, de craquement. On est sur des périodes de craquement. Bon, une fois qu'on dit tout ça, maintenant, voilà, pardon, on voulait un peu poser, un peu camper le décor. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans une telle période d'incertitude, avec les portes de saloon potentielles? Qu'est-ce qu'on se fait? Alors, on fait le gros dos, on vend ses actions. Alors, vendre les actions, c'est un coût. D'abord, on n'est pas sûr que le pire soit devant nous. Alors, vendre les actions, c'est un peu un scénario fin du monde. Moi, j'y crois pas non plus. C'est un coût de vendre ces actions. Non, ce qu'on peut faire, et puis une fois qu'on a vendu ces actions, qu'est-ce qu'on fait? On s'est vu, je crois, il y a 2 semaines, on parlait des marchés obligataires. On disait c'est devenu compliqué, les marchés obligataires. Donc, si on vend les actions pour aller sur les marchés obligataires qui eux-mêmes sont un peu devenus compliqués, on fait quoi? Non, on n'est pas obligé de tout vendre. On peut essayer, pas de se prémunir ou de se couvrir, mais de mettre en place des stratégies pour pondérer, en mettant en place un peu des couvertures sur des stratégies qui jouent la baisse. Alors, vous avez des outils assez simples sur le marché, ça s'appelle des ETF short. Vous en trouvez chez tous les fournisseurs et sur tous les indices. Vous avez les Amundi, les Lyxor, vous avez Amundi ETF Short CAC 40, c'est bête, c'est simple, mais c'est efficace. Short CAC 40, ça veut dire quoi? C'est que quand le CAC 40 monte, cet ETF Short baisse, et puis à l'inverse, quand le CAC 40, si le CAC 40 s'effondre, cet ETF CAC 40, lui, va monter. Et donc ça peut être un outil relativement peu coûteux pour couvrir. Alors, vous avez dans cette logique-là... Et donc la partie action dans son portefeuille, on verra sa valeur baisser. Mais les ETF qui évoluent à l'inverse, pour le coup, gagneront de l'argent. Et donc, là, va compenser un peu. Ça va moyenner. Vous avez toujours dans cette stratégie d'ETF short des doubles shorts. Vous avez un ETF double short sur le S&P 500. Pour finir à poil, c'est ça, le double short? Le double short, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça baisse,
de 10, vous double short, c'est double, ça va monter de 20. Voilà. Donc voilà. Il ne faut pas se tromper dans le sens de son Et ces pari, ETF short, vous en avez sur tous les grands indices. Voilà. Le MSCI, les différents MSCI, les grands indices par exemple. Donc la couverture de portefeuille, prendre des ETF qui sont inverses. C'est une des techniques de couverture. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des fonds qui s'en sortent mieux. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des fonds qui se veulent structurellement défensifs, qui se veulent patrimoniaux. Cette gestion patrimoniale, c'est-à-dire une gestion de bon père de famille, ça fonctionne plus ou moins bien. Je pense à un fonds comme Lazard Patrimoine, qui a un beau track record. C'est un fonds. Comment il se comporte, ce Lazard Patrimoine alors, c'est un fonds qui a limité. C'est là où on peut le tester. Hein. Oui, ça a limité la chute. C'est limité à 1%. Year to date, depuis le début de l'année. Là où CAC 40 perd quasiment 9 ou 10. Ouais, voilà, on est à 9-10 sur le CAC 40. En même temps, il faut comparer un fonds patrimonial au CAC 40. Alors, non plus. Non, il ne faut pas le comparer. Il faut le comparer à un environnement qui est globalement dépressif. Et on l'a dit, c'est dépressif sur les actions et sur l'obligataire. Ouais. Donc, un fonds patrimonial qui essaye de naviguer sur ces classes actives, il s'en sort plus bien. Mais regardez un Carmignac Patrimoine. Carmignac Patrimoine, year to date, depuis le début de l'année, c'est moins 10%. Ouais. Et c'est moins 10%, alors que le fonds l'année dernière, en 2017, avait eu une année flat. Le Lazard Patrimoine qu'on évoquait, en 2017, il avait fait plus de 6%. Donc c'est devenu difficile pour ces fonds patrimoniaux qui structurellement veulent être défensifs de garder la tête hors de l'eau parce que les différentes classes d'actifs sont à risque, que ce soit les actions, les obligations. Un exemple d'un fonds qui est structurellement défensif, qui a un beau track, c'est un AXA Defensive Optimal Income. Un track, c'est un historique de performance. Oui, pardon. Un track. Un trackman. AXA Defensive, ça a eu une très belle performance pendant des années, et puis depuis le début de l'année, on est à moins de 5, et c'est un fonds qui se veut défensif. Donc c'est difficile. Il faut sortir des sentiers battus. Ouais. Donc il y a les fonds patrimoniaux, enfin pas tous, certains on voit bien, et puis il y a aussi les fonds flexibles où là on a des gérants qui peuvent à tout moment passer d'une pondération des actions en portefeuille de 100% à 0%, hyper réactif. Ça, c'est séduisant. Sur le papier, sur séduisant. Alors, le concept est séduisant, la mise en œuvre est complexe, parce qu'il faut avoir des équipes qui soient bonnes sur les actions, sur les obligations, et sur ce qu'on appelle l'allocation, le réglage. Vous avez beaucoup de ces fonds flexibles qui sont dans le rouge. Vous avez certains qui gardent la tête hors de l'eau. Je pense à un fonds qui n'est pas très connu, qui est un fonds allemand, c'est une maison de gestion allemande, ça s'appelle Akatis Gannet Value, qui, depuis le début de l'année, a une performance positive à 3%, qui était à 5% l'année dernière. Après, vous évoquiez un peu ces fonds très, très mobiles. On va prendre un exemple concret. H2O Moderato. H2O, c'est une société de gestion française gérée par un gars qui est très charismatique, Bruno Krast. Ça fait partie du groupe Natixis. H2O Moderato, 8% l'année dernière, et puis 2,30% year to date. Et ils ont fait comment alors? Alors, quand on regarde... D'où vient la perf? Alors, la perf, c'est que vous êtes quasiment sur des hedge funds. Vous êtes quasiment sur des hedge funds. On est sur des gestions sophistiquées. Chez le même H2O, pardon, vous avez un H2O multibond, 20% depuis le début de l'année. Multibond, obligataire, alors que normalement, sur l'obligataire, c'est difficile. Donc, ils ont pris un max de risque, c'est ça? Un max de risque. Beaucoup de couverture, beaucoup de produits dérivés. Donc, tant que ça fonctionne, on est content. Mais attention, quand vous regardez, c'est un peu technique, le hors-bilan, c'est des hors-bilans, pas qui font peur, mais un petit peu inquiétants. Un petit dernier quand même. Un petit dernier pour la route. Il y a un gérant français qu'on connaît qui s'appelle Amiral, qui a une expertise de stock picker, qui achète des actions un petit peu comme ça. Mais quand tout baisse en même temps. Et qui a lancé il y a quelque temps un fonds qui s'appelle Sextant Bond Picking. Donc c'est de la sélection d'obligations, comme certains font du stock picking, de la sélection d'actions. Et year to date, depuis le début de l'année, ça fait un 20. Voilà. Ce qui est dans un environnement un peu déprimé, pas mal. Bémol se font à juste un an, un peu plus d'un an. Donc on manque d'historique de performance. Voilà, on manque de recul. Mais lui n'en manque pas. Herr Frédéric Lorenzini, merci. Vous êtes en forme, David. Quand je vous vois à chaque fois. Merci beaucoup. À bientôt. Tchuss.